Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Chronique du passé. Aujourd'hui nous allons plonger dans l'un des conflits les plus emblématiques de l'histoire médiévale, à savoir la guerre de Cent Ans. Alors cette guerre qui s'est étendue de 1337 à 1453 n'a pas seulement façonné les destinées de la France et de l'Angleterre, mais a également eu un impact durable sur toute l'Europe. Aujourd'hui, nous examinerons les causes complexes de ce conflit, les batailles décisives comme celle de Crécy et Poitiers, et l'impact profond qu'il a eu sur les dynasties et les structures politiques de l'époque. Préparez-vous à découvrir comment cette guerre a redéfini le paysage médiéval et a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire. Donc j'ai décidé de diviser ce podcast en 3 segments. Donc en première partie, on va voir les origines de la guerre de Cent Ans, notamment quels ont été les principaux facteurs déclencheurs. Ensuite, on va voir les enjeux territoriaux et les tensions qui existaient déjà avant le conflit. En deuxième partie, on va voir les batailles décisives, notamment celles de Crécy, de Poitiers et d'Orléans, dont Jeanne d'Arc a joué un rôle. Et en troisième et dernière partie, on verra l'impact de la guerre de Cent Ans, donc comment elle a contribué à la montée en puissance de la France ainsi que de l'Angleterre, et les influences notamment qu'elle a eues par la suite. Donc dans ce premier segment, nous allons explorer les origines complexes de la guerre de Cent Ans, parce que ce conflit majeur entre la France et l'Angleterre, il ne s'est pas déclenché du jour au lendemain. Il s'est formé à partir d'une combinaison de rivalités dynastiques et de revendications territoriales et bien sûr de tensions politiques. Donc pour comprendre comment on en est arrivé là, on va devoir plonger dans les détails et les causes qui ont conduit à cette guerre finalement devenue épique. Donc tout débute finalement avec la rivalité entre la France et l'Angleterre, donc il y a toujours eu des tensions avec l'Angleterre, et elle va commencer avec des disputes dynastiques qui sont relativement compliquées. Donc le conflit il va résider principalement dans la question de la légitimité du trône de France. Donc il faut savoir qu'en 1328, le roi Charles IV de France, il meurt sans héritier direct masculin. Et selon la loi salique, donc la loi qui exclut les femmes de la succession au trône, la couronne elle devrait passer à un membre masculin de la famille royale. Cependant, il y a Édouard III d'Angleterre, donc le petit-fils de Philippe IV le Bel par sa mère Isabelle, il revendique le trône français, prétendant que ses droits sont supérieurs à ceux de Philippe VI, le nouveau roi de France, qui lui est issu d'une branche différente de la famille capétienne. Donc imaginez la situation suivante, il y a Édouard III d'Angleterre qui lui se voit comme le prétendant légitime en raison de son ascendance directe, et tandis qu'on a Philippe VI qui a été couronné roi de France qui lui est perçu comme un usurpateur. Donc cette divergence elle va créer un climat de méfiance et d'hostilité entre les deux royaumes, et la demande d'Édouard III de voir ses revendications acceptées par les seigneurs français, elle est rejetée, ce qui va renforcer les tensions. Donc déjà, on a là un bon point de départ pour un conflit, parce que imaginez du côté français, on a un Anglais, donc Édouard III, qui veut la couronne de France, et du côté anglais, l'occasion est trop belle pour ne pas saisir cette opportunité d'avoir encore plus de pouvoir. Les disputes dynastiques sont compliquées par les revendications territoriales. Alors avant même le début de la guerre, les rangs anglais possédaient d'importants territoires en France, comme par exemple le duché de Guyenne. Ces terres, acquises par des alliances matrimoniales et des héritages, étaient une source constante de conflits. Philippe VI, lui, cherchant à fermer l'autorité française sur ces territoires, exerce des pressions sur Édouard III, provoquant des conflits de souveraineté. Pour vous donner un exemple de ces conflits, on va prendre par exemple le duché de Guyenne qui lui est situé dans le sud-ouest de la France, où les Anglais avaient des droits seigneuriaux étendus. Philippe VI, lui, tente de réduire ses droits en imposant des taxes et des restrictions, ce qui entraîne des représailles de la part d'Édouard III. Cette escalade de tensions territoriales, elle va contribuer directement au déclenchement des hostilités. Donc on voit qu'entre la France et l'Angleterre, il y a souvent des conflits qui vont au fur et à mesure augmenter la friction entre ces deux nations. Donc la tension politique et économique en Europe au début du XIVe siècle, elle va alimenter également les tensions entre les deux royaumes. Donc la France sous Philippe VI, elle est en pleine reconstruction après les révoltes internes et les crises économiques. L'Angleterre, elle, sous Édouard III, cherche à étendre son influence et à renforcer son économie en exploitant les richesses des territoires français. Et donc la concurrence pour les routes commerciales et les ressources économiques vont ajouter, encore une fois, une couche supplémentaire de conflits. Pour vous donner encore une fois une idée du conflit qui règne entre les deux royaumes, il y en a eu un également sur le commerce de la laine, donc qui à l'époque est une ressource précieuse pour les deux royaumes. Et on a les Anglais qui contrôlent une partie importante de la production de la laine, veulent l'exporter via les ports français.
Et lui, Philippe VI, qui est conscient de l'importance économique de cette exportation, il va imposer des barrières commerciales pour justement maximiser les profits et augmenter ses revenus fiscaux. Et cette politique va encore une fois alimenter les tensions économiques et politiques entre la France et l'Angleterre. Donc on va maintenant conclure ce segment. Donc on a vu que les origines de la guerre de 100 ans, elles sont profondément ancrées dans des rivalités dynastiques. On a des revendications territoriales, des tensions politiques et économiques. Et ces facteurs combinés, ils créent un terrain absolument fertile pour le conflit, qui vont transformer une tension de succession en une guerre longue et dévastatrice. Et donc Édouard III d'Angleterre, il revendique officiellement la couronne française en 1337, ce qui marque le début de la guerre de 100 ans. On va maintenant examiner les batailles décisives qui ont marqué ce conflit et qui ont changé le cours de l'histoire européenne. Donc écoutez, c'est parti, on va passer à la deuxième partie. Donc si vous êtes toujours là, ça veut dire que ce contenu vous plaît, donc n'hésitez pas justement à vous abonner ou à mettre un petit pouce ou à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ça me ferait extrêmement plaisir. Et donc maintenant on va se concentrer sur les 3 batailles décisives de la guerre de 100 ans qui ont eu un impact significatif sur le cours du conflit, à savoir celles de Crécy, de Poitiers et d'Orléans. Alors ces batailles, elles ne sont pas seulement des événements militaires, elles sont également des moments charniers qui ont façonné les stratégies, les alliances et le moral. Donc on va décortiquer ensemble ces confrontations majeures et tenter de comprendre leur importance qu'elles ont eue lors de la guerre de 100 ans. Donc on va commencer avec la bataille de Crécy qui a eu lieu le 26 août 1346 et c'est l'une des premières grandes victoires anglaises de la guerre. Donc dirigée par Édouard III d'Angleterre, cette bataille est particulièrement notable pour l'utilisation innovante des archers à longbow. Donc les Anglais, malgré leur infériorité numérique, ont su exploiter les avantages de leur tactique et de leur armement pour infliger une défaite écrasante aux troupes françaises dirigées par Philippe VI. Donc en termes de stratégie, on a les archers à longbow anglais qui ont joué un rôle crucial, tirant des flèches à une distance considérable et dévastant les lignes françaises. La disposition des forces anglaises utilisant des formations en long, elle a permis de maximiser l'efficacité de leurs archers tout en minimisant l'impact des charges de la cavalerie française. Et en termes de conséquences, la victoire à Crécy, elle a permis aux Anglais de renforcer leur position en France et de poursuivre leur campagne avec une grande confiance. Et cette bataille, elle a également marqué un tournant dans l'art de la guerre médiévale, démontrant l'efficacité de l'archerie à longue portée sur le champ de bataille. La deuxième bataille notable, c'est la bataille de Poitiers survenue le 19 septembre 1356, qui est un autre moment décisif de la guerre de 100 ans. Cette bataille elle est particulièrement mémorable en raison de la capture du roi Jean II de France par les troupes anglaises, commentée par Édouard, surnommé le Prince Noir. Donc la capture royale, on a la capture de Jean II, qui est un événement majeur qui a profondément affecté le moral des Français et qui a eu des répercussions politiques importantes. Imaginez, la prise du roi a affaibli la position de la France et a conduit à des négociations de paix temporaires. En termes d'application stratégique, on a la victoire à Poitiers qui a consolidé la victoire militaire et politique des Anglais en France. Elle a également révélé la vulnérabilité des forces françaises face à la tactique anglaise et a intensifié les efforts pour trouver une solution diplomatique au conflit. Et la troisième bataille mémorable qui, je pense, est la plus connue, c'est la bataille d'Orléans qui, elle, s'est déroulée du 12 au 29 avril 1429. Elle est souvent considérée comme un tournant majeur dans la guerre de 100 ans, en faveur, bien sûr, des Français. Et donc cette fois-ci, c'est une victoire française qui est surtout attribuée à l'intervention de Jeanne d'Arc, vous la connaissez, qui est devenue une figure emblématique et qui a joué un rôle crucial dans la levée du siège de la ville par les troupes anglaises. Donc comme je disais, Jeanne d'Arc elle a eu un rôle dans cette bataille car elle prétendait être guidée par des visions divines et elle a inspiré les troupes françaises et elle a joué un rôle déterminant dans la levée du siège d'Orléans. Parce que sa présence elle a non seulement revitalisé le moral des soldats, mais elle a également contribué à une série de succès français. Et en conséquence, la victoire d'Orléans elle a marqué le début d'une série de victoires françaises qui ont progressivement reconquis les territoires qu'ils avaient perdus auparavant. Et cette bataille elle a également renforcé la légitimité de Charles VII en tant que roi de France et elle a modifié l'équilibre des forces en faveur des Français. Donc voilà, en conclusion de ce segment, on a vu que les batailles de Crécy, de Poitiers et d'Orléans, elles ont été des moments décisifs qui ont profondément influencé le cours de la guerre de 100 ans. Chacune de ces confrontations, elle a non seulement modifié les dynamiques militaires, mais elle a également eu des répercussions importantes sur le moral, sur la politique et les stratégies des deux camps, à savoir français et anglais.
Et donc dans le prochain segment, on va examiner l'impact de ce conflit sur l'Europe médiévale et comment il a redéfini les structures politiques et sociales des deux royaumes. Donc on arrive maintenant à la dernière partie de notre podcast consacré à la guerre de 100 ans, donc un conflit qui a marqué profondément l'histoire de l'Europe médiévale. Donc dans ce segment, on va explorer en détail l'impact durable de cette guerre sur la France et l'Angleterre et également sur le continent européen dans son ensemble. Donc au-delà des batailles et des événements militaires, la guerre de 100 ans elle a eu des répercussions profondes sur les plans politiques, sociaux, économiques et culturels, ce qui a façonné l'évolution des deux nations et de l'Europe tout entière. Autrement dit, cette guerre elle a non seulement influencé le cours de l'histoire, mais elle a aussi laissé un héritage qui s'est étendu sur plusieurs siècles. Donc l'une des conséquences les plus profondes de la guerre de 100 ans, ça a été l'évolution des structures politiques en France et en Angleterre. Donc avant le conflit, les deux royaumes ils étaient fortement divisés en territoires contrôlés par différents seigneurs, et ces seigneurs locaux pour la plupart, ils jouissaient d'une grande autonomie, souvent au détriment de l'autorité royale. Pourtant, la guerre elle a progressivement conduit à la centralisation du pouvoir. En France par exemple, la nécessité de défendre le royaume contre l'envahisseur anglais a poussé les rois à renforcer leur autorité. Charles VII notamment, il a profité du contexte de guerre pour affirmer son pouvoir et réduire l'autonomie des grands seigneurs. Il a réorganisé l'administration royale, mis en place une armée permanente et centralisé les finances du royaume. Et cette centralisation, elle a été un pas décisif vers la construction d'un État fort et unifié, jetant ainsi les bases de la monarchie absolue qui atteindra son apogée sous Louis XIV. La guerre de 100 ans a également été un facteur de profonde transformation sociale. Le conflit a exacerbé les tensions entre les différentes classes sociales, tout en modifiant les structures mêmes de la société. En France, les ravages causés par la guerre, les pillages et les destructions de villages ont considérablement affaibli le système féodal. Les paysans, souvent pris en étau entre les armées royales et françaises, ont été particulièrement touchés. Les jacqueries, ces révoltes paysannes qui ont éclaté à plusieurs reprises durant la guerre, sont un témoignage de la désespérance et de la colère de la population rurale. Pourtant, ces bouleversements ont aussi contribué à la lente érosion du sevrage et à l'émergence d'une paysannerie plus indépendante. Et donc la guerre a en quelque sorte accéléré la transition vers une société moins hiérarchisée, où les liens féodaux y sont peu à peu relâchés. En Angleterre, la guerre elle a eu des effets similaires sur le système féodal, mais avec des nuances propres au contexte anglais. La nécessité de financer la guerre a conduit à une augmentation des impôts, ce qui a parfois suscité des résistances de la part de ces sujets. Le rôle accru des archers, souvent issus des classes populaires, elle a aussi contribué à une valorisation sociale de ces groupes. Par ailleurs, la guerre elle a exacerbé les tensions sociales, comme en témoignent les révoltes paysannes, notamment celle de 1381. À long terme, ces tensions ont favorisé des réformes et des transformations dans la structure sociale de l'Angleterre, préparant le terrain pour des changements plus profonds à venir. Et donc l'impact économique de la guerre de 100 ans, vous vous en doutez, a été considérable tant du côté français que du côté anglais, parce que la guerre elle a perturbé les échanges commerciaux, elle a dévasté les terres agricoles et elle a épuisé les ressources financières des deux royaumes, parce que vous savez qu'une guerre ça coûte extrêmement cher. Par exemple en France, les campagnes elles ont été particulièrement touchées, la destruction provoquée par les chevauchées anglaises. Ces raids dévastateurs ont laissé des régions entières en ruine. La guerre elle a aussi provoqué une crise démographique exacerbée par les familles et les épidémies, notamment la peste noire qui a frappé l'Europe en plein milieu du conflit. Donc voilà, à cette époque c'était peut-être pas le meilleur moment pour venir au monde. Et toutefois, la fin de la guerre elle a aussi marqué le début d'une reconstruction économique. Avec la paix, les terres ont été défrichées, les villes elles ont été reconstruites et le commerce a peu à peu repris. Et cette reconstruction elle a contribué à la renaissance de l'économie française et à l'émergence d'une nouvelle classe de marchands et d'artisans qui joueront un rôle important dans la société d'après-guerre. Tandis qu'en Angleterre, les conséquences économiques elles ont été un peu différentes. La guerre elle a certes été coûteuse, mais elle a aussi permis à certains secteurs de l'économie anglaise de prospérer, notamment le commerce de la laine, comme on l'a vu plus loin, qui était un pilier de l'économie du royaume. Les campagnes anglaises, bien que touchées par les impôts et la conscription, elles ont été moins dévastées que celles de France. Cependant, les coûts de la guerre elles ont eu des répercussions sur la société anglaise, provoquant une inflation et des difficultés pour les populations les plus pauvres. Et à long terme, les tensions économiques elles ont contribué aux troubles sociaux qui ont suivi la fin de la guerre, notamment la guerre des Deux Roses. Donc maintenant on va parler de l'héritage culturel et identitaire, parce que la guerre de 100 ans elle a profondément influencé l'identité des deux pays. En France, elle a aidé à créer un sentiment de nation. La lutte contre les Anglais, menée par des figures comme Jeanne d'Arc, a renforcé un sentiment d'unité entre les nations et les langues différentes.
Et cette époque, elle a aussi inspiré beaucoup de littérature et d'art, qui ont tous été marqués par un fort sentiment de patriotisme. Et en Angleterre, c'est à peu près similaire, hein. La guerre, elle a également renforcé l'identité nationale, les victoires militaires, les histoires de chevaliers courageux et le remplacement du français par l'anglais dans les documents officiels. Elles ont tous contribué à construire une identité anglaise. Et les récits de l'époque, comme par exemple les chroniques de Jean Froissart, elles ont joué un rôle important dans ce processus. Et enfin, la guerre de 100 ans, elle a eu des répercussions géopolitiques bien au-delà des frontières de la France et de l'Angleterre. Le conflit a affaibli le Saint-Empire romain germanique et a contribué à la montée en puissance d'autres nations européennes, comme par exemple l'Espagne et le Portugal, qui ont commencé à jouer un rôle plus important sur la scène internationale. Le conflit a aussi redéfini les alliances et les rivalités en Europe, posant les bases des tensions qui se poursuivront jusqu'à l'époque moderne. Cette guerre, elle a également eu un impact sur les dynasties royales d'Europe, avec des mariages dynastiques et des successions compliquées qui ont souvent été influencées par les alliances qui ont été forgées durant la guerre de 100 ans. Ce processus, il a contribué à l'émergence d'une Europe des royaumes centralisés, marquée par des États de plus en plus puissants et également des monarchies absolues. Et donc voilà, on arrive à la conclusion de ce podcast. Donc voilà, j'ai survolé évidemment la guerre de 100 ans, parce que c'est un conflit qui a été très compliqué. Il a duré, comme son nom l'indique, plus de 100 ans. Donc il y a énormément de batailles, de choses à voir et de conflits internes comme externes à voir. Là évidemment, comme j'ai dit, j'ai survolé le sujet et voilà, je peux pas tout aborder dans ce podcast aussi court. Mais on a vu que la guerre de 100 ans, bien qu'éloignée dans le temps, elle continue de résonner dans notre histoire, hein. Tout le monde la connaît au moins de nom. Et son impact, comme on l'a vu, il a été profond et a pris plusieurs formes, hein. Il a transformé les structures politiques, sociales, économiques et culturelles de l'époque médiévale, et elle est allée bien au-delà de ça. Cette guerre, elle a également marqué la fin d'une ère et le début d'une autre, ouvrant la voie à la renaissance et aux transformations majeures de notre époque moderne. Et maintenant qu'on conclut sur ce dernier chapitre, il est clair que ce conflit, il a été bien plus qu'une série de batailles, hein. Comme je l'ai dit plus haut, il a été catalyseur de changements. Et elle a transformé profondément les nations, les identités et les sociétés. Et elle a laissé un héritage qui perdure encore aujourd'hui. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce podcast sur la guerre de 100 ans. J'espère que vous avez apprécié rentrer dans cette époque qui est l'histoire médiévale, hein, qui est assez fascinante. J'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et les choses que je pourrais corriger ou améliorer. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne continuation. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Chronique du passé, où nous continuerons d'explorer les grandes époques de notre passé. Ciao.